a des objets qui marquent une époque. Des machines qui, bien au-delà de leur fonction première, laissent une empreinte indélébile sur une génération entière. Des formes, des sons, des gestes qui, 30 ans plus tard, réveillent des souvenirs aussi nets qu'une photographie oubliée dans une boîte à chaussures. Le claquement sec d'une cartouche qu'on insère dans son port. L'éclair bleuté d'un écran cathodique dans une pièce encore plongée dans la pénombre. Le souffle machinal, presque superstitieux, qu'on expulse dans le connecteur comme si la poussière pouvait effacer un monde entier. Parmi ces objets-là, il en est un qui trône tout en haut de la pile. La Super Nintendo Entertainment System, ou pour les intimes, la Super Nintendo. Elle n'était pas qu'une console, elle était un passage, une transition douce entre l'enfance et les rêves. Elle a accompagné des mercredis pluvieux, des débuts de soirée où les volets étaient à peine fermés, des goûters engloutis sur la moquette à motif bleu pétrole, entre une boîte en carton ouverte à la hâte et une manette au câble trop court. Elle vivait entre les posters de Tortue Ninja et les boîtes de Lego Star Wars. Avant de devenir une icône, elle fut une idée, un pari et surtout une réponse à une peur bien réelle, celle d'être dépassée. Car à la fin des années 80, Nintendo règne sur le monde. Sa NES ou Famicom pour les Japonais est partout, dans les salons, dans les chambres d'enfants, dans les vitrines de mammouths ou de continents. Mario est devenu un nom aussi familier que Mickey. Zelda, un prénom qui intrigue. Donkey Kong, un totem d'arcade. La NES a redonné aux jeux vidéo ses lettres de noblesse après le grand crash de 1983. Un effondrement du marché américain à cause d'un trop-plein de jeux médiocres, de consoles trop nombreuses et de la perte de confiance des consommateurs. Mais le monde change et dans l'ombre, un concurrent s'échauffe. Sega, autre géant japonais, s'apprête à sortir en 1988 sa Mega Drive. Une console 16 bits, plus rapide, plus fluide, plus nerveuse. Avec Sonic, hérisson survolté et effronté, Sega impose une esthétique tranchée, électrique, résolument plus adulte. Les pubs passent à la télé, et dans les hautes sphères de Nintendo, on comprend rapidement que le vent est en train de tourner. C'est donc dès 1987 qu'une équipe dirigée par Masayuki Uemura, déjà à l'origine de la Famicom, commence à travailler sur un successeur. Le projet est nommé Super Famicom. Mais l'objectif n'est pas seulement de suivre. Il faut redéfinir ce qu'est une console. Ce n'est pas créer une suite, mais un nouveau standard. Une plateforme à la fois évolutive, accessible et techniquement audacieuse. La philosophie de Nintendo a toujours été de faire du jeu une expérience complète. Et la Super Famicom, son nom d'origine au Japon, reflète parfaitement cette idée. Plus qu'un bloc de plastique, c'est une architecture ouverte, adaptable, presque organique. Son processeur Ricoh 5A22, cadencé à 3,58 MHz, n'est pas le plus puissant sur le papier, mais sa conception modulaire laisse une grande liberté aux développeurs. L'innovation majeure, cependant, se trouve ailleurs, les cartouches elles-mêmes. Contrairement au support figé, chaque cartouche peut embarquer sa propre puce d'extension. La plus célèbre, la Super FX, puis sa version améliorée, la Super FX2, offre la possibilité d'afficher des polygones en pseudo 3D dans des titres comme Star Fox ou Yoshi Island. Grâce à ce système, la console peut évoluer avec ses jeux. Elle n'est plus figée, elle s'adapte. Et puis, il y a la manette, une révolution silencieuse. Fini le rectangle rigide et anguleux de la NES. La manette SNES devient une extension naturelle des mains. 4 boutons colorés, 2 gâchettes L et R, une première mondiale, et une ergonomie qui encore aujourd'hui reste un modèle. Elle avait un toucher mat, presque velouté. On la posait parfois entre 2 sessions avec précaution sur le coussin du canapé à motif fleuri. Le 21 novembre 1990, la Super Famicom sort au Japon.
Nintendo redoute les émeutes. Pas de lancement le week-end. Ce sera un mercredi pour éviter les débordements. Une précaution qui n'empêche pas les scènes de liesse. Dès l'aube, les files d'attente serpentent dans les rues de Tokyo. 2 jeux seulement au lancement. Super Mario World et F-Zero. 2 chefs-d'œuvre. Le premier propose une progression non linéaire dans un monde vaste et secret. Le second est une vitrine technologique du fameux mode 7 qui fait tourner les décors comme s'ils étaient en 3D. En Amérique du Nord, la console sort le 23 août 1991 pour les premières unités, mais la distribution nationale complète débute officiellement le 9 septembre. Le design y est légèrement modifié, des angles plus marqués, des boutons violets. Le marketing est agressif, le slogan claque « Now, you're playing with power ». En France, l'arrivée officielle a lieu début avril 1992. Très vite, la console trouve sa place, pas toujours dans le salon, souvent dans la chambre, posée sur un meuble bas acheté chez But, relié à un téléviseur cathodique au coin arrondi, avec ses reflets bleus et ses lignes de balayage visibles. Le son saturait un peu, mais on ne baissait jamais le volume. On jouait assis en tailleur, sur une moquette grise ou marron, parfois même sur un matelas mousse à motifs géométriques. Autour d'elle, un écosystème s'installe. Des boîtes en carton alignées, des notices à moitié déchirées, des câbles torsadés et parfois une lampe de chevet orientée vers l'écran pour les sessions nocturnes pendant que les parents regardaient la roue de la fortune dans le salon. C'est aussi l'époque des posters de Club Nintendo, des classeurs Panini à moitié remplis, des goûters BN, des pitchs, des pots de Nutella à la cuillère et des sodas en bouteilles de verre. Dans un coin, une pile de magazines Console Plus, Player One ou Super Power, dont les pages sentent l'encre fraîche, les encarts pubs pour les baskets Pump de Reebok ou les pistolets laser Hasbro. On surlignait les tests avec des stabilos fluo, on découpait les plans de solutions qu'on collait sur les murs à côté des cartes de France Michelin ou des posters de Jurassic Park. Ce lieu devient le centre du monde, une zone franche, un espace où l'on explore, où l'on apprend à perdre, à recommencer, à insister. C'est ici qu'on découvre la patience, la curiosité, l'autonomie. Le rituel est toujours le même. On ouvre la boîte doucement, comme si elle contenait quelque chose de fragile. On extrait la cartouche, on souffle dans le port sans savoir pourquoi, mais parce que tout le monde le fait. On insère, on vérifie les câbles, on installe, le dos voûté, les genoux pliés, les mains prêtes. Et puis on appuie sur le bouton Power. Un son, un logo, une note. Et le reste du monde disparaît. Lorsqu'on parle de la Super Nintendo, ce n'est jamais uniquement de la console qu'il est question. Ce dont on se souvient, ce sont des moments, des fragments d'enfance, comme incrustés dans la mémoire. Pas de caractéristiques techniques, mais de cette après-midi précise où, après avoir enfin battu un boss récalcitrant, on a couru dans le couloir en hurlant de joie, le cœur battant et les joues rouges. De cette nuit d'orage, alors que la pluie fouettait les vitres du Velux, on explorait le vaisseau fantôme dans Super Metroid, avec cette impression étrange que l'extérieur et l'intérieur se confondaient. De cette émotion diffuse, presque impossible à nommer, qui faisait que ces jeux-là ne se contentaient pas de nous divertir, ils nous habitaient. Si la Super Nintendo a marqué à ce point, c'est avant tout par la richesse incomparable de ses jeux. Pas dans le volume, bien que le catalogue fût conséquent, mais dans la densité émotionnelle et artistique que ces jeux contenaient. Ce n'étaient pas de simples produits, c'étaient des compagnons. Super Mario World, dès le lancement, donnait le ton. Sous ses couleurs éclatantes et son gameplay accessible, se cachait une architecture d'une précision presque géométrique. Chaque niveau était une leçon de level design. Chaque sortie secrète, un clin d'œil à l'explorateur curieux. Le joueur n'était pas guidé par des flèches ou des marqueurs. Il pressentait, il devinait, il observait. On partageait ses découvertes à la récré, accoudé aux tables du CDI ou dans les bus scolaires, avec des phrases comme « T'as trouvé la sortie secrète dans la forêt illusoire de Legend of Zelda ?»
A Link to the Past offrait une aventure à la fois lumineuse et mystérieuse, claire et labyrinthique. Le joueur y évoluait entre deux mondes, le monde de la lumière et celui de l'ombre, dans un récit qui mélangeait habilement les mythes classiques et la symbolique de l'apprentissage. C'était une quête initiatique, un voyage intérieur, le genre de jeu dont on dessinait la carte sur des feuilles à carreaux, assis sur le sol, les jambes croisées, avec une règle et des crayons de couleur. Super Metroid, lui, proposait une ambiance radicalement différente, solitaire, presque oppressante. L'exploration d'une planète inconnue à travers une musique sourde, des échos mécaniques et un silence pesant. On y ressentait la solitude, la menace, la tension constante. Et tout cela sans une seule ligne de dialogue, juste le jeu, l'espace, le genre de partie qu'on lançait tard le soir, seul dans sa chambre, le nez collé à l'écran, avec un vieux plaid sur les épaules. Et puis, il y avait les autres. Chrono Trigger. Ce chef-d'œuvre du RPG japonais proposait une histoire complexe, non linéaire, avec plusieurs fins, des décisions à conséquences et une musique inoubliable. Le voyage dans le temps n'était pas un gadget, il était une métaphore du passage à l'âge adulte, du regret, du choix, de l'irréversible. Final Fantasy VI renversait les codes de la fantasy traditionnelle. C'était un monde de guerre, de machines, de magie technologique. Un monde brisé, dominé par un empire totalitaire. Un monde où les héros n'étaient plus de simples archétypes, mais des êtres abîmés, fuyants, perdus. Et cette scène, la scène de l'opéra, reste pour beaucoup un moment suspendu. Un instant où le jeu vidéo est devenu pour la première fois peut-être un art lyrique. Il n'était pas rare d'écouter ces musiques en boucle avec un baladeur à cassette couché sur le lit, les rideaux tirés. La SNES, grâce à sa puce sonore conçue par Sony, permettait aux compositeurs de travailler avec une richesse de textures inédite. Et ils s'en sont servis avec une virtuosité rare. Et puis, il y avait le rapport au matériel. La Super Nintendo, ce n'était pas un simple appareil branché à une télévision. C'était un objet de désir. Sa forme douce, arrondie, ses couleurs sobres, son apparente simplicité. Tout chez elle appelait à la manipulation. Et ces jeux, pas de boîtier plastifié ni de disques froids. Les boîtes étaient en carton. Le moindre geste brusque les pliait, les marquait. Les notices, pleines d'illustrations, finissaient cornées, annotées, mais elles faisaient partie de l'expérience. Elles sentaient le papier glacé, l'encre fraîche, et parfois un peu la poussière d'étagère. On n'achetait pas simplement un jeu, on accueillait un univers dans sa chambre, et on lui faisait une place, entre des bandes dessinées, un classeur de cartes Dragon Ball et un Walkman gris avec des cassettes de Dorothée, de Benny B ou de Nirvana. Et puis, il y avait le jeu à plusieurs, car si la NES brillait en solo, elle révélait une autre facette lorsqu'on y jouait à deux. Pas en ligne, pas en réseau, pas à distance, non. En face, dans la même pièce, avec des chips Vico sur le lit, une canette de pchit orange. Super Mario Kart transformait le salon en piste de Formule 1 miniature. Les cris de joie ou de rage résonnaient, les manettes passaient de main en main. Les circuits devenaient des arènes, et chaque carapace verte, un objet de vengeance. On connaissait les circuits par cœur, on trichait, on se vengeait, on riait jusqu'à en pleurer. Street Fighter 2 devenait une sorte de ballet nerveux, un jeu de tension où chaque coup porté, chaque parade, déclenchait des rugissements de victoire ou des ricanements moqueurs. Les manettes se débranchaient parfois, dans la rage. On refaisait les combats à la récré. Et puis Secret of Mana, véritable ovni coopératif qui permettait de vivre une aventure épique à trois, dans le même monde, en simultané. Il fallait s'écouter, se coordonner, se faire confiance. Rarement, un jeu avait si bien capté la sensation de partager une épopée. On attendait son tour, on prêtait sa manette, on partageait les potions.
vers la fin de son cycle de vie, alors même que la machine commence doucement à prendre la poussière dans les rayons, la SNES continue de livrer des chefs-d'œuvre tardifs. Des jeux comme Terranigma, Kirby's Dream Land 3, Super Mario RPG ou encore Donkey Kong Country 3 prouvent que la console n'avait pas dit son dernier mot. Les développeurs maîtrisent alors l'architecture de la machine comme un instrument bien accordé. Chaque sprite, chaque effet sonore, chaque mécanique de gameplay semble fluide, précis, ciselé. Il y a quelque chose de poignant dans ces derniers jeux, comme une note finale parfaitement tenue. Une façon de dire « Nous sommes allés jusqu'au bout de ce que cette machine pouvait offrir. » Et ils avaient raison. Aujourd'hui encore, la Super Nintendo hante les salons des collectionneurs, les étagères de fans, les mémoires de ceux qui ont grandi avec elle. Elle n'est pas simplement une relique, elle est un langage commun, un vocabulaire partagé entre ceux qui ont vu défiler les pixels un après-midi, entre deux parties de foot et un bol de Choc-à-Pic. Elle continue d'inspirer. Elle reste pour toute une génération la première grande émotion numérique. Un petit rectangle gris qui, bien plus qu'une console, fut une machine à grandir.